Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV Liberté et sur le plateau de Politique et Économie. Alors, en cette fin de l'été, je reçois Hilaire de Crémier. Bonjour Olivier Pichon. Bonjour Hilaire. Alors, Hilaire, vous êtes l'homme avec qui on prend toujours un petit peu de distance par rapport à l'agitation de l'actualité. Merci. Alors, c'est le propre des sages. Oui, si l'on veut. que je vous présente à nos téléspectateurs, car il en est tous les jours de nouveau. Vous êtes directeur de la publication de Politique Magazine, ainsi d'ailleurs que de la nouvelle revue universelle. Si je vous ai convié, c'est justement parce que nous enregistrons cette émission avec un petit peu d'avance, vacances oblige. Il faut aussi que le directeur de la publication puisse se reposer. Oui. Et il en a bien besoin, et je dirais que votre serviteur aussi. Mais tout ça est très futile. Nous allons parler de l'actualité. Alors où nous enregistrons, évidemment, nous sommes en plein dans l'affaire Benalla. Et je suis sûr que vous avez quelques réflexions que vous inspire cette triste affaire. Oui, bien sûr, beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions, oui, c'est ce qui me semblait, oui. Alors, bon, on ne sait pas comment ça va. À l'heure où nous sommes, nous ne savons pas comment cette affaire va trouver une issue, et oui, s'il est une issue possible. Il est incontestable que des ministres en exercice n'ont pas dit la vérité. Et ont été contredits par des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, et par conséquent, l'Élysée se trouve impliqué dans un scandale qui va bien au-delà du simple fait de la contrescarpe, parce qu'on cherche à limiter tout cette affaire de violence. Oui, bon, très bien, entendu, mais des violences, il y en a tous les jours, malheureusement. Nous en voyons beaucoup, bien sûr. Et on pourrait presque dire que celle-ci n'est pas particulièrement exceptionnelle. Non. Si on n'en juge pas. La vidéo d'un vidéaste amateur qui appartient à la France insoumise. Voilà. Mais enfin, cette affaire de violence, c'est secondaire. C'est secondaire. Totalement secondaire. Et en réalité, tout le monde comprend déjà, à l'heure où nous sommes, que les projecteurs se braquent sur l'Élysée et sur la place singulière qu'occupait ce monsieur Benalla dans l'organigramme de l'Élysée. Quelle place au juste occupait-il? Pourquoi était-il rétribué? Pourquoi avait-il un logement qui pourrait être considéré comme un logement de fonction? Absolument. Et pourquoi avait-il l'usage d'une voiture avec chauffeur, et puis avec toutes sortes d'options? Et puis pourquoi avait-il aussi ses entrées, comme il le voulait, dans les PC les plus opérationnels de la direction policière? Il y a là quelque chose d'étonnant, de choquant pour un garçon qui, je crois, n'a pas 26 ans, ou à 26 ans à peine, et qui n'a pas accompli les études qu'il convient de faire pour parvenir à un certain niveau de notoriété et de hiérarchie. Un certain grade dans la hiérarchie. Puisqu'on sait qu'il est lieutenant-colonel, on se demande comment et on se demande pourquoi. Alors qu'il était maréchal des logis. Alors, je crois que tout ça va prendre des développements au cours de l'été très importants, sauf si l'Élysée arrivait à arrêter la diffusion des nouvelles et des enquêtes. Mais ça me paraît maintenant extrêmement difficile. Et il y a des choses qui se disent et qui se diront de plus en plus. Il n'est pas l'heure pour le moment de les dire, mais il est évident qu'il y a là une place absolument anormale, ce qui prouve que la République exemplaire de Macron elle n'a rien d'exemplaire. Lui-même, il a voulu donner de la verticalité, comme il dit, au pouvoir et se jouer à lui-même une sorte de comédie pour que les Français commencent à s'imaginer que le chef de l'État était un être un peu à part. Eh bien, on s'aperçoit qu'il est très peu à part, et qu'il a des passions tout à fait vulgaires et communes, et que ces passions l'emportent quand il s'agit du choix des personnes. Et je ne parle pas simplement de questions de moralité, je parle tout simplement des choix que doit faire un politique. Voilà.
Un homme politique responsable, on ne peut pas choisir son personnel, son entourage, en fonction uniquement de ses choix personnels. Il vient un moment où on est dans un devoir d'État, et c'est l'État qui doit évidemment l'emporter dans la détermination aussi bien du choix des personnes que des choix opérationnels qui sont à faire, des décisions qui sont à prendre. Et j'ai été frappé par le fait que les administrations continuent à fonctionner. Oui. Elles essayent de fonctionner malgré tout. C'est très difficile. Mais quand il y a un dysfonctionnement, il vient de haut. Et maintenant, de plus en plus haut. Et pourquoi ? Je pense qu'il y a une raison fondamentale. C'est qu'on prétend sacraliser une république qui ne l'est pas. Voilà. Et qui ne l'est pas. Et donc, ça, autrefois, un chef de l'État pouvait se permettre des écarts, et Dieu sait s'il y en avait. Mais c'était l'institution. Voilà, l'institution était préservée en tant que telle. Tandis que maintenant, depuis que notamment... ça s'est accéléré avec le quinquennat. Maintenant, l'élection présidentielle devient l'élection majeure de la vie politique française. Tout est tourné là-dessus. Tout n'est que là-dessus. Et donc, tout est personnalisé. Donc, le président, c'est Macron. Macron, c'est le président. Et qui après ? Et qui après ? C'est l'unique question. Le fusible... Voilà, il n'y a plus de société française. Il n'y a plus de société française. Oui. Il n'y a plus de hiérarchie policière. Il n'y a plus qu'un homme qui prend le pouvoir. Oui. Et tout est fait pour que cet homme prenne le pouvoir. Et évidemment, cet homme prend le pouvoir parce qu'il est soutenu. C'était un coup d'État médiatico-bancaire. Exactement. Voilà. Nous, tout le monde le sait. On sait très bien que l'élimination de Fillon n'a pas été une affaire lâchée en l'air comme ça. Ça a été parfaitement organisé. Je convie nos téléspectateurs à s'interroger sur les suites de l'affaire Fillon, à savoir, il n'y en a pas. Oui. La justice s'est arrêtée. Alors la question est de savoir s'il y aura une affaire Macron, parce que je pense qu'il y aura une affaire Macron malgré tout. Il vient un moment, quand on a trop dérapé, le dérapage n'est pas rattrapable. Et moi, ce qui me frappe, c'est que l'institution présidentielle est extrêmement fragilisée. On avait cru la restaurer après le quinquennat lamentable de Hollande. Mais on est retombé dans les mêmes ordinaires. On est retombé... C'est pire, même. Pire. C'est pire. Donc Macron, c'est Hollande. Parce que l'autre, on le surprenait sur une Vespa avec un casque sortant du lit d'une maîtresse. Mais là, il y a des ramifications. Il y a, je crois à vous entendre. Il y a un mélange entre les genres, c'est-à-dire il est dans les services même de l'Élysée, il est rémunéré par l'Élysée, il est très bien rémunéré par l'Élysée, il a donc une hiérarchie et on a le sentiment que cette hiérarchie est infiltrée. Voilà. Je crois que le mot, on peut le prononcer aujourd'hui, on en saura certainement plus vous dans quelques jours. Vous n'irez pas, je crois, plus loin que infiltré. Cela étant, la sphère Internet ne se prive pas de suggérer qu'il y a, par exemple, qu'il est un agent de la DGED marocaine, donc en service. D'autres, vous l'avez laissé entendre, évoquent les mœurs. Bref, il y a toute la suite de l'histoire révélera, nous l'espérons. Non, nous mettons des points de suspension, parce que tant qu'on n'a pas de certitude, c'est très difficile d'affirmer, mais je suis sûr que dans les jours qui viennent, on en apprendra encore davantage. Alors, fondamentalement, pour qui aime la France, pour qui est soucieux des institutions, nous avons un vrai problème institutionnel. On l'a dit, tout par le président, pour le président, plus de fusible Premier ministre, inexistant. Oui, peut-être servira-t-il encore de fusible, ou le ministre de l'Intérieur, mais il y a quelque chose, oui, ou le directeur de cabinet, mais il y a quelque chose de dérisoire et de grotesque dans cette affaire. Alors, ce qui est important, me semble-t-il, c'est que cette affaire vient après un certain nombre de faits qui aggravent le cas de Macron. Parce que vous avez parlé de verticalité. Au départ, il avait une
semblait avoir une haute idée de sa fonction. Il avait aussi une haute idée de son programme. Et son programme finit en autre boudin. Les réformes sont des réformettes, les impôts se multiplient, les déficits se maintiennent. Et c'est ce qu'il y a de plus grave, n'est-ce pas, Olivier c'est ça Duchamp. la question. C'est ce qu'il y a de plus grave, c'est que cet homme a prétendu tout réformer, il venait comme une sorte de sauveur, après un quinquennat jugé par tout le monde catastrophique. Et donc il allait faire enfin les réformes qu'on attendait et qui ne venaient pas. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on n'en est pour le moment qu'au milieu du gué, même pas, on en est au quart du gué. C'est-à-dire qu'il a pris un certain nombre de mesures, la suppression de la taxe d'habitation, la transformation de l'ISF, l'augmentation de la CSG pour les retraités. Mais on voit très bien que ce n'est qu'une partie du plan et qu'il y avait une autre partie qui devait se préparer, qui était en cours de route. Darmanin semblait garder ses secrets pour lui, mais progressivement allait les délivrer. Mais maintenant, on est dans un état de déséquilibre. C'est-à-dire que la dette ne cesse d'augmenter et il suffirait d'un incident financier grave. Et puis moi, je pense que les incidents qui sont en train de se dérouler en ce moment et qui portent atteinte au prestige de la présidence de la République peuvent avoir des répercussions graves sur la fragilité financière de notre pays. Vous voulez dire que la dette française pourrait être attaquée. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle confiance porter à cet homme qui prétend restaurer l'autorité de l'État et qui se permet d'organiser la fête de la musique dans la cour de l'Élysée avec une bande je ne sais pas comment les appeler, de sauteurs, de sauvages, et tout ça affiché avec photos et puis des gestes obscènes et des paroles obscènes. Oui. Mais c'est galvaudé. Mais qui a eu l'idée ? Est-ce que c'est l'entourage ? Quel est cet entourage de Macron ? De gens bizarres, de gens qui ont des comportements bizarres, on va dire, et qui aiment le bizarre, et qui aiment choquer, et qui veulent choquer. Ils ont détourné le caniveau jusque dans l'Élysée. Son comportement, mais bien sûr, et son comportement à Rome avec le pape, sa manière de récupérer systématiquement tout uniquement à son profit, y compris la panthéonisation de Simone Veil. Tout est désagréable et aujourd'hui, incontestablement, les Français sont mal à l'aise avec leur président. Et par conséquent, c'est l'institution qui est fragilisée et peut-être ce qui est derrière l'institution, puisqu'il porte la réputation de la France. Et vous avez signalé la dette risque d'être attaquée, ce qui veut dire que un certain nombre. Notre dette, c'est 65% à l'étranger. Hein. Oui. Bon. Donc, on peut voir des retraits brutaux, des non-financements, et même la hausse des taux d'intérêt, ce qui déstabiliserait encore plus. Bon. Bien sûr. Et nous n'avons pas les répliques possibles qu'on avait encore en 2008. Et c'est ça. Je ne vois pas faire l'exercice que Sarkozy a pu faire avec ses financiers pour essayer de sauver à la fois et l'euro et l'équilibre financier mondial. Oui. Eh bien, nous allons parler de tout cela en seconde partie. Alors, la fragilisation institutionnelle, si je vous ai bien compris, Hilaire de Crémier, peut entraîner une fragilisation financière qui est déjà là. Oui, eu égard à la dette, eu égard au signe noir italien, bon, avec un risque sur l'euro, avec les problèmes de la Deutsche Bank, bon, bref. C'est-à-dire que Macron avait, à l'origine, croyait avoir un atout. Cet atout, le voici. C'était Madame Merkel. Bon. Et éventuellement, il caressait, non pas Mme Merkel, mais l'espoir C'est la page de couverture du dernier numéro du mois de juillet-août. Du magazine. Oui, alors, Politique Magazine, juillet-août. Voilà. Pour les vacances, c'est de la bonne lecture et du bon niveau. Simplement, je disais qu'il caressait l'espoir d'un budget européen et d'un ministre européen.
Alors là, c'est l'explosion en plein vol. Qu'on se souvienne de ces discours. À Sorbonne. À la Sorbonne, mais avant, sur l'Apnix. Oui, l'Apnix. Où il a fait semblant de jouer le prophète grec. Bon, tout cela était grandiloquent. Et ne correspondait surtout pas à la vérité des choses. Il faisait semblant de croire que l'Europe existait. Son discours à Davos a été également caractéristique. Pour lui, l'ordre national est totalement dépassé. En fait, il récitait ses cours de Sciences Po et de l'ENA. Il a eu sa formation et il se croit original, mais c'est d'une extraordinaire banalité. Pour lui, l'ennemi, c'est le nationalisme qui signifie pour lui le repli sur soi et le risque de guerre et qui rappelle les années 1930, etc. Mais tout ça est évidemment totalement décalé. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme français aujourd'hui? On ferait bien d'être un petit peu nationaliste pour nous sauver nous-mêmes. C'est le commencement de la sagesse, surtout quand tous les peuples se mettent eux-mêmes à être nationalistes d'une certaine manière. Disons patriotes. Bon, mais moi j'aime bien le mot nationaliste parce qu'il veut dire quelque chose de très clair. Il renvoie à la nation. Et bien sûr, il renvoie à la nation qui est pour nous, pour la France, vraiment notre caractéristique. Nous sommes fondamentalement une nation, et une nation-État, comme on dit. J'aime pas trop l'association, parce que... Charles Gave disait une nation colonisée par son État. Oui. Ce qui était une assez bonne formule. Voilà, à la condition que l'État soit précisément transcendant et s'occupe des affaires de l'État au lieu de s'occuper de toutes les affaires de la nation. C'est notre problème aujourd'hui. C'est une sorte de jacobinisme avec une sorte de renforcement maintenant financier. On a vraiment l'impression que l'inspecteur des finances veut contrôler toutes les finances de la nation, y compris votre portefeuille privé, ce qui est quand même très désagréable. Bon, mais pour revenir à votre question, Macron était persuadé que la France, le niveau français était un niveau insuffisant. Il ne croit plus aux grands projets français, il ne croit plus aux grandes entreprises françaises. Il ouvre le marché, bien sûr, par exemple. Même dans l'affaire de la SNCF, est-ce qu'il a totalement raison? Je ne suis pas sûr qu'il faille, bien sûr, faire une transformation de notre Société nationale des chemins de fer français. Oui, enfin, c'est les Français qui ont payé leur rail. Or, on voit très bien que le seul but de son opération, c'est d'ouvrir tout au marché européen, comme si l'Europe se suffisait d'abord à elle-même et deuxièmement que l'Europe allait nous sauver, nous tirer d'affaire, créer la concurrence saine. Or, aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe. L'Angleterre s'est retirée de l'Europe, c'est pas pour rien. On a beau dire que Theresa May est en difficulté, je veux bien le croire. Et il n'empêche que les anglo-saxons s'en sont tirés et qu'ils ont réussi à infiltrer dans l'Europe leur propre conception. Car l'Europe n'est jamais qu'une construction libérale à la mode anglo-saxonne maintenant. Et ils ont réussi à nous mettre cela, de telle sorte qu'on a détruit notre propre droit, on a détruit nos propres défenses, on a détruit notre propre esprit, et on s'est mis à l'école de l'Angleterre, comme toujours, des anglo-saxons d'une manière générale. Eh bien, eux, ils sont partis. Oui, c'est quand même... c'est comme la victoire de 1918. Voilà, on fait le traité, puis ensuite on se retire, et on vous laisse vous débrouiller, vous les Français, en face des Allemands, et on vous laisse seuls, évidemment. Et quand il faudra récupérer, on ne pourra rien récupérer du tout. Bon, c'est archi connu, on connaît ça, donc on prend les devants. Eh bien, il en est de même avec l'Allemagne. On a cru au moteur franco-allemand. On n'avait que ce mot-là à la bouche, moteur franco-allemand. Il fallait construire l'Europe franco-allemande. L'Europe à plusieurs vitesses, l'Europe à plusieurs cercles concentriques. Et tout ça, plus rien de tout cela ne fonctionne. L'Allemagne elle-même est en train vraisemblablement de se retirer de l'Europe, dont elle a tiré tout le profit qu'elle pouvait tirer au point de vue économique et financier. Exact. Et puis, maintenant, on va dire que les carottes sont cuites. Les Italiens, ils ne veulent plus incontestablement de l'euro. Ça viendra un jour ou l'autre. Ils ont décidé de mener leur propre politique. En tous les cas, ils ne veulent plus d'une direction bruxelloise, que ce soit sur les problèmes de migration, que ce soit sur les problèmes financiers ou économiques. On ne veut plus de réglementation bruxelloise. Il en est de même des pays de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad. Les gens en ont assez de recevoir des ordres. Et pourquoi ont-ils signé le fameux communiqué final que Macron leur a préparé dans une nuit vertigineuse au dernier sommet européen du mois de juin, du dernier samedi-dimanche de juin, du dernier vendredi de juin,
Tout simplement parce qu'on avait retiré le mot quota. Voilà. Et que Macron ne s'en est tiré pour jouer l'homme important qu'en parlant de volontariat. Voilà. Évidemment, à la fin du sommet, il n'y avait pas un seul volontaire. À cette heure, à cette date, et je suis sûr au mois de septembre, il n'y aura pas un seul volontaire non plus. Sûr. Il faut arrêter de raconter des histoires. Et quand on a posé la question à Macron, et vous aussi, vous allez installer ces fameux camps de triage, Macron a dit « pas chez nous ». Donc, et c'est évident, on va pas. Sinon, évidemment, on aura le monde entier contre nous. Enfin, toutes les officines, voilà. Gauchardo, Moralo, qui viendront parler de camps de concentration, etc., etc. Donc, on n'en sortira la pas. Fondation pour une société ouverte de M. Georges Soros, Voilà, par exemple. Exactement, exactement. Et donc là, et puis maintenant, ce que l'on sait, c'est que personne ne sait si la chancelière Merkel va pouvoir se maintenir au pouvoir. Va pouvoir se maintenir au pouvoir. Incontestablement, la CSU bavaroise ne veut pas être supplantée par l'AfD dans son propre land. Enfin, c'est ce qui est quand même normal. Et il est en train, alors c'est une ironie de l'histoire, il est en train de se construire une sorte d'axe entre la Bavière, qui est représentée au gouvernement allemand par le ministre Seehofer, qui est le ministre de l'Intérieur, et qui y tient et qui ne lâchera pas le morceau, à mon avis, avec l'Autriche, avec la Hongrie, et puis l'Italie. Voilà. Et qu'est-ce que peut faire Macron ? Macron a rêvé d'un univers qui n'existe pas. Oui. Il n'est pire dérèglement de l'esprit, dit Bossuet, que d'imaginer les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient et non telles qu'elles sont en effet. Bien sûr. C'est du grand Bossuet. Et c'est le tort de tous ceux qui nous ont gouvernés depuis maintenant 40 ans. Voilà. Et ce sont des gens qui n'avaient plus l'esprit français parce qu'ils pensaient que la France, c'était fini. La France est finie. Ils en veulent simplement les avantages, la jouissance, oui. Être celui qui commande, donc d'avoir 80 hommes de sécurité autour de soi, d'avoir le code, oui. code nucléaire, de commander au chef d'état-major et tout ça en s'imaginant que c'est donné comme ça par le seul charisme démocratique. Non. Mais c'est de la folie. Non. En France, c'est de la folie. Le charisme démocratique demain nous donnera n'importe quoi. Oui. N'importe quoi. Oui. Alors, on parle de populisme. Moi, je crois que on dit que notre démocratie est souillée. Mais je pense que... Non. Mais non, elle se souille elle-même. L'autre nom de la démocratie. Bien sûr, elle se souille elle-même. Dès lors que ce sont des mécanismes électoraux, nous sommes dans la démocratie. On aime ou on n'aime pas, mais le populisme, c'est l'expression de la démocratie. Point. Oui. Bon, même si on peut ne pas être d'accord, même si on trouve qu'il y a des défauts à leur programme, c'est une réalité. Et cette réalité est en train de submerger l'Europe, littéralement. Et l'élection de Macron apparaît comme finalement un artifice médiatico-financier. Exactement, qui a été certainement conçu à l'avance. Ce garçon n'est pas sorti d'où il est sorti. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même été le conseiller financier et économique de Hollande. Et c'est lui qui avait soufflé le mot de eurobond. Oui. Évidemment, les Allemands ne veulent pas. S'imaginer que demain, ils vont accepter de payer pour les Crétois ou pour la Corrèze, la Corrèze, J'avais utilisé la formule, est-ce que la Poméranie paiera pour la Normandie? Exactement. Non, mais cela étant, est-ce que, justement, puisque l'affaire Benalla, puisqu'il s'agit d'elle, a été en partie exploitée par des gens qui avaient fait la carrière de M. Macron, est-ce qu'il ne serait pas en train d'être lâché par ses commanditaires? C'est une hypothèse qu'on trouve un peu maintenant. C'est ce qu'il y a de grave dans nos institutions. C'est que l'institution qui est la clé de voûte de notre appareil politique, de notre construction politique, qui est royale en son essence. Parce que c'est l'histoire de France. Oui, absolument. Et donc, toute personne, d'ailleurs, qui y parvient, se met aussitôt à jouer au roi. Seulement, la difficulté, c'est que c'est un faux roi. C'est un faux roi de transition, et ce l'est encore plus depuis qu'on a abandonné le septennat, car le septennat avait été créé en l'attente et en l'absence de roi. C'était un substitut. Et d'ailleurs, tous en jouaient, que ce soit De Gaulle, que ce soit Giscard ou que ce soit Mitterrand, ils en jouaient admirablement. Mais depuis, on n'a plus que
comment dire, même si ce sont des gens intelligents, etc., mais c'est un peu des oiseaux de passage, quoi, qui viennent et qui ramassent la palme parce qu'ils ont couru le plus vite ou parce qu'ils ont reçu le plus d'argent. Enfin, et ça ne convient pas à l'histoire de France. La France, c'est une affaire de longue durée. Et donc, il faudrait une institution qui ne soit pas tributaire du premier de tous les scandales. Enfin, c'est ce qui va se passer. Alors, la République n'étant, faut quand même le dire, parce que ce n'est jamais dit. On s'étonne des scandales, mais ce n'est qu'une suite de scandales. Et pourquoi ? Parce que le pouvoir dépend essentiellement de l'argent. Et donc, vous avez dit, employer le mot lâcher. Et on pourrait employer dans le sens contraire le mot soutenu. Oui, donc, il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui lâchent. Oui, mais alors... Et pour la France, c'est dangereux, plus que pour tous les autres pays. Oui, parce que justement, pour tous les autres pays. Elle existe aussi par son État. Oui, bien sûr. Voilà. Mais alors, donc, supposons que l'affaire Benalla continue de développer ses effets pernicieux. Quand les auditeurs nous écouteront, voilà. Ça sera ils le seront. Vous avez mis en cause, donc, en effet, le système institutionnel français et le risque pour le président. Mais est-ce que, justement, les institutions de la Ve République ne sont pas de nature à résister à une crise de cette ampleur, malgré tout ? Non, plus maintenant. Alors, c'est ça la vraie question. Plus maintenant. Parce que je me permets de vous faire remarquer que le médiocre Hollande a quand même traversé son quinquennat sans trop de dommages, alors même... En affaiblissant les institutions... Considérablement. Et même en affaiblissant le système qui était la force de cette institution, qui était le système partisan. La République en France ne tient que par le système partisan. Qu'est-ce que c'est que la République en France ? C'est l'absence de roi. C'est pas difficile. Et donc ça veut dire que ce sont les partis qui gouvernent. Hollande était un homme de parti. Il avait su jouer admirablement du parti. Sarkozy était lui-même un homme de parti. Et ils sont parvenus que parce qu'ils se sont mis à la tête de parti pour parvenir au pouvoir. Et c'est comme ça que depuis la Constituante, en France, on prend le pouvoir, on prend le parti, on prend les Jacobins, on prend les Cordeliers, on prend le parti, quel qu'il soit, ou l'effeuillant, et on espère par là ensuite dominer l'Assemblée, et de l'Assemblée rebondir à la première place, c'est-à-dire au comité de salut public en quelque sorte. Oui. Voilà. Mais donc pour vous, ça ne peut plus fonctionner, ça ? Eh bien je crois que là, les institutions ont pris un tel coup qu'à mon avis, elles vont avoir énormément de difficultés. Macron a encore profité une dernière fois du système dans la mesure où l'éclatement des partis est tel qu'il pouvait ramasser la mise. Mais personne n'a noté qu'en ramassant la mise, il constituait son propre parti. Le seul défaut de son parti, c'est qu'il n'a aucune... Il n'existe pas. Mais alors ça il n'a aucune idéologie, aucun fondement. Il faut, mon cher Hilaire, que nous revenions là-dessus en troisième partie, parce que là, il y a quelque chose de un petit peu inédit, un peu nouveau, sur lequel j'aimerais vous entendre. Merci. Alors, Hilaire Crémier, selon vous, nous vivons un moment où même les institutions pourraient ne pas résister à la tempête. Encore une fois, il y a, c'est vrai, des signes que vous avez recensés dans ce sens. Moi, je voudrais simplement souligner que nous avions déjà un législatif affaibli depuis des années, et c'était d'ailleurs la volonté du général de Gaulle. Mais aujourd'hui, avec La République En Marche, qui est un parti sans être un parti, qui est inexistant, qui tire à lui et à dire dans tous les sens... Et qui risque d'éclater. Voilà, et qui risque d'éclater, bien sûr. Nous avions un Parlement croupion, et puis maintenant nous avons même un Parlement totalement inexistant, puisque le débat sur la réforme de la Constitution a été reporté à l'heure où nous nous exprimons. Bon, là, il y a quelque chose d'assez inédit, me semble-t-il. Oui. Qu'en pensez-vous et que pouvez-vous dire à ce sujet ? D'ailleurs, la réforme constitutionnelle était essentiellement faite pour diminuer encore les pouvoirs du Parlement. Voilà. D'abord en réduire le nombre de parlementaires, introduire une suffisante dose de proportionnelle
pour empêcher les partis de s'approprier le pouvoir législatif, ce qui était toujours le cas dans le passé, ce qui donnait la structure à la République. Moi, je n'en suis pas partisan, hein, loin de là. Je suis contre le régime des partis, mais je trouve aberrant que ce soit des partis qui gouvernent la France. Non, mais vous voulez dire que l'arrière-pensée, c'était la suivante, c'est qu'un jour, un parti populiste eut la majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, c'est ce que l'on vise à éviter. Bien sûr, bon, bien sûr. C'était ça le but, et de transformer progressivement les députés en... ce que vous avez dit, Parlement croupion, c'est-à-dire en fait des gens qui étaient chargés de l'enregistrement des projets de loi que le gouvernement préparait, et qui étaient des lois technicienne, car nous avons maintenant un véritable gouvernement technocratique. Jamais aucune question en France n'est plus abordée sous l'angle de l'intérêt national, sous l'angle d'intérêt supérieur, d'une vision historique, que sais-je, d'une vision même philosophique, mais tout est considéré d'un simple point de vue technique. Par exemple, il est possible de faire un enfant maintenant par PMA et par GPA. Oui. Eh bien, on va faire une loi parce qu'il faut régler le problème. Ça, donc on règle le problème du point de vue technique. Les techniques sont à notre disposition pour faire avancer la société. On ne sait pas dans quelle direction. Il n'y a plus d'âme. Macron n'est pas une âme. Et il ne peut pas l'être. Et aucun de ceux qui prétendent à la succession de Macron n'a l'âme suffisante pour réanimer la France, parce que c'est cela dont elle a besoin. Il faut avoir un esprit, je ne sais pas, supérieur, et puis collé quand même avec l'histoire profonde de notre pays, et qui n'est pas simplement qu'une histoire politique ou une histoire de lutte de parti, que ce soit les Bourguignons ou les Armagnacs, mais qui est aussi une histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Bonsoir de bonsoir, ce qui est au cœur de notre histoire. C'est-à-dire que c'est profondément religieux, qu'on le veuille ou non. Avec leur république laïque, ils nous ont fait une espèce de France étriquée. Et qui n'a tenu qu'en vertu précisément des vertus séculaires de notre peuple. Je suis en admiration devant le fait que nous constatons, c'est-à-dire de fonctionnaires qui font leur métier, d'ingénieurs qui font leur métier, de militaires, de généraux, de simples soldats qui font leur métier, et tout ça en réalité parce qu'ils ont reçu une éducation, et tout le monde dit que c'est grâce à la République. C'est pas grâce à la République, c'est grâce à leurs parents. Quand il n'y a pas les parents, c'est grâce à l'instituteur, c'est grâce aux professeurs, c'est grâce au curé de village, c'est grâce à des tas d'institutions qui sont autour et qui ont permis le maintien et l'éclosion perpétuelle de cette France que nous aimons, qui est la nôtre, et d'ailleurs qui n'est pas forcément fermée. Il faut être Macron pour penser qu'elle est fermée sur elle-même. Elle n'est pas du tout fermée sur elle-même. Elle est évidemment ouverte au monde, mais à la condition qu'elle soit d'abord elle-même, dans son histoire, dans sa tradition, dans son esprit. Mais ça, est-ce qu'ils sont capables d'aborder ces questions-là ? Ils sont à discuter du numéro tertiaire de l'article 40 du Code de procédure et ils ne voient la question toujours que sous le petit angle et jamais sous le grand angle. Mais alors cette résilience du peuple français, n'est-elle pas, paradoxalement, le moyen pour le pouvoir de faire passer tout et son contraire contre ses intérêts, contre lui? Alors, l'astuce du pouvoir consiste à jouer de cette France qui continue contre la France institutionnelle. Macron s'est présenté comme étant l'homme qui allait faire revivre les énergies françaises, alors que son projet est parfaitement mondialiste, européiste, financier. C'est une espèce d'amalgame dans son esprit. Il se prétend disciple de Ricoeur. Moi, je suis très étonné. Quand on connaît la pensée de Paul Ricoeur, qui était sous le mode protestant l'équivalent de René Girard sur le plan catholique, c'est-à-dire que la référence religieuse est chez Paul Ricoeur omniprésente. On ne peut pas dire qu'elle soit omniprésente chez Macron. Mais il y a eu des discours étranges de Macron, par exemple. Pensez à ce discours qu'il a fait au lendemain de l'assassinat
du colonel Beltrame. Oui, mais ça, il nous a fait un discours étonnant. Oui, bon, enfin, bon... C'était son nègre de l'époque qui faisait son discours. Oui, bien sûr, et puis, bon, c'est très gentil. Quand vous avez un cercueil, vous mettez une Légion d'honneur dessus, et puis on refuse de voir la réalité. C'est-à-dire qu'on refuse de voir le véritable problème qui commence à se poser en France. De savoir si la France sera française ou si elle sera islamique. Oui. Bon, alors justement, je reviens aux institutions et au législatif. Donc, d'un côté, nous avons vu que le législatif, vous savez, est plumé littéralement. Il s'agissait autrefois de plumer la volaille socialiste. Là, il s'agit de plumer la volaille parlementaire, si exactement, je puis dire. Exactement. Alors, d'un côté, on voit l'exécutif qui s'arroge de plus en plus de prérogatives, laissant d'ailleurs aux fonctionnaires le soin de rédiger les projets de loi. 80% des lois sont des projets de loi, c'est-à-dire des projets gouvernementaux. Bon. Et généralement, en plus de ça, inspirés par Bruxelles. Oui. Voilà. Et de l'autre, les juges qui, au lieu d'appliquer le droit, le disent maintenant. Autrement dit, la volaille parlementaire est plumée jusqu'au trognon, excusez-moi l'expression. Bien sûr. Par exemple, le Conseil constitutionnel a défini, là, au mois de juin... que la fraternité était un principe de droit. Un principe de droit qui faisait partie des principes constitutifs de l'État français. C'est invraisemblable. Et au nom de quoi il n'est plus possible d'arrêter une personne qui commet une infraction en laissant entrer en France des personnes qui ne doivent pas y entrer. Et le Conseil d'État, déjà, on voit très bien, prépare le terrain à la PMA et voire à la GPA, alors en se donnant des bonnes raisons, en fermant les questions d'euthanasie pour le moment. Mais tout ça, on sent que c'est une préparation des esprits pour créer une société qui ne sera plus une société, qui sera du n'importe quoi. Et le n'importe quoi, maintenant, on le trouve au sommet de l'État. Oui. N'importe quoi se trouve au sommet de l'État. À force de voter des lois de mariage pour tous, etc., on aboutit au résultat que l'on voit aujourd'hui et dont on ne peut pas parler encore. Alors, il y a une course contre la montre, quand même. Oui. Cette course contre la montre est engagée en Europe, on l'a bien montré, vous l'avez bien montré, avec la montée du groupe de Visegrad, l'arrivée de l'Italie, qui ont clairement comme objectif la destruction du pouvoir de Bruxelles. Bon. Même du côté des Américains, vous savez que Steve Bannon... Peut-être une transformation. Une transformation. Qui sait? Qui sait? Oui. Mais vous avez vu que Steve Bannon, qui a été un des conseillers de Trump, un peu écarté d'ailleurs, fait une tournée en Europe pour constituer des groupes alternatifs au groupe de la Fondation pour une Europe unie de M. Soros, qui consisterait à se donner comme cible de mettre l'Europe en minorité au Parlement. Bon, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Mais on voit bien la cible. Bon. Et Macron, de son côté, cherche, nous l'avons dit tout à l'heure, un budget européen, un ministère des Finances européen. Donc on a l'impression qu'il s'agit d'une course contre la montre, de deux forces antagonistes qui vont s'affronter au sein de l'Europe et dans notre pays pour triompher dans le sens qui est le leur. Est-ce qu'il ne vous semble pas que les chances des forces, disons, anti-Bruxelles, pour faire simple, n'ont pas cependant le vent en poupe, et qu'à terme, ça devrait se traduire par une victoire, mais sous quelle forme? Victoire de ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire en réalité la critique de Bruxelles, le refus de Bruxelles, ou la transformation de Bruxelles pour ce qu'elle... Je pense que sur le long terme, vous avez raison, c'est-à-dire que tout se déchiquettera, mais pas forcément dans un bon sens. Ah, c'est ça le problème. Moi, je crains énormément, je ne me réjouis pas forcément de cette dilution, de cette destruction... C'était une erreur de tout miser sur cette construction européenne dont on s'aperçoit qu'elle est complètement artificielle, que ce n'est qu'une technostructure supplémentaire, où les gens d'ailleurs Pourquoi est-ce que ça tient? Parce que ce sont des gens qui se payent bien, et qui vivent en circuit fermé, et qui ont besoin qu'en dessous ça suive. Bon, c'est tout, et puis qu'on les paye. Il faut quand même savoir la réalité des choses. Non, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que précisément les peuples se réveillent, mais dans quel sens se réveilleront-ils? Jusqu'où cela ira-t-il? Moi, il y a des peuples en qui je peux avoir une certaine confiance parce que je me sens assez fraternel avec eux. Il y en a d'autres, je me dis, mais qui peut dire ce que sera demain? Ce que je sais, c'est qu'il faudrait que la France retrouve, elle, sa place. Elle ne peut la retrouver qu'en étant la nation la plus clairvoyante,
ce qu'elle n'est plus du tout. Nous en sommes très Alors, loin. elle l'est d'une certaine manière encore, par exemple, Dans ces sphères intellectuelles. oui, mais on peut dire en Afrique, c'est elle qui remplit quand même le petit rôle qui reste aux nations européennes. Elle est la seule, d'ailleurs. On dit qu'il y a, très bien, il y a quelques Allemands qui viennent nous aider, mais enfin, tout ça est totalement dérisoire. Et puis même nous-mêmes, nous sommes à bout de souffle. La vérité, c'est qu'il faut reprendre une grande histoire de France et la reprendre là où elle est, mais sans avoir de chimère à la Macron, où la France ne devient pour lui qu'un tremplin et simplement le mode d'exercice d'un pouvoir personnel. Mais on a envie de leur dire à tous, mais tu n'es pas fait pour l'exercice du pouvoir personnel. Dès l'âge de 6 ans, on t'a mis dans la tête que tu étais fait pour être le patron, le chef, Mais non. Et il y a des places qui sont réservées. C'est pas donné à tout le monde, et surtout en France. Donc il n'est pas l'homme de la situation. Non, il montrera de plus en plus. Alors je sais ce que je dis, ça peut paraître choquant, mais c'est pas du tout choquant. En France, tout le monde peut s'élever. Tout le monde peut s'élever. Mais la carrière politique, c'est ce qui nous tue. Ah oui, sûrement. La carrière politique, c'est ce qui tue. Et alors, il faut comprendre pourquoi. Parce que nous ne vivons que dans le régime des partis et dans le régime de l'ambition personnelle. Nous ne sommes que dans le régime de l'ambition personnelle. Alors, je n'ai rien contre l'ambition, il faut qu'il y ait des ambitieux. Et bien sûr. Mais les ambitieux qui sont au service de l'histoire et de l'État, et qui comprennent ce que c'est que ce service. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré pour le moment, tout... on a une béance au sommet de l'État. Et Macron a cru la remplir, mais non, c'est redevenu, à cause du scandale d'État, c'est redevenu une béance. Vous avez tout autour des quantités de gens qui regardent, ça va tomber, je vais me mettre à la place. Voilà. Oui, mais cependant, il y a aussi, en dehors du régime des partis, que vous avez durement critiqué, il y a très bien, il y a aussi cette caste de hauts fonctionnaires. Qui sont les conseillers d'État, qui sont les inspecteurs des finances, qui se rémunèrent en dehors de toute règle de la fonction publique. Oui, il y a un livre qui vient de paraître là-dessus. Voilà, oui, le livre de Jauvert. Mais est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, là, une continuité redoutable d'une caste ultra privilégiée par-delà les pouvoirs politiques, et que celle-ci doit être réformée, j'allais dire... Alors, je le crois. Je pense surtout qu'il faudrait leur redonner quelque chose que peut-être ils souhaiteraient eux-mêmes. C'est-à-dire, je disais un esprit, en grec pneuma, quelque chose qui leur manque à tous. Et ils sont dans le quotidien, dans le jour, et de voir comment ils peuvent, avec ce qu'ils appellent la réalité sociale, accommoder les lois. Alors... puisque voilà, les homosexuels font pression, donc on va organiser le mariage pour tous, la PMA, la gestation. Il y aura 2 pères, il y aura 3 pères, ça n'a pas d'importance, ou il n'y aura pas de père, qu'importe l'enfant. On est obligé de s'adapter, on va essayer de travailler la loi pour que la loi s'adapte aux circonstances. Or, ce n'est pas ça la politique. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, même du temps de la République héroïque, du temps des Robespierre, on ne concevait pas la République de cette façon-là. On est tombé vraiment à un très bas étage. Dieu me garde d'approuver en quoi que ce soit Robespierre, parce que c'était un esprit chimérique. Ça, on l'avait assez compris. Oui, enfin, il faut quand même se rendre compte que vous avez une promotion de l'ENA qui porte le nom qui s'appelle Robespierre, et une autre qui s'appelle Voltaire. En oubliant cette petite précision que Voltaire est probablement l'écrivain le plus antisémite de notre littérature française. Quand on lit ses libelles, parce qu'on ne lit jamais, mais ses nombreux libelles. Et donc il faut croire que tous ces messieurs qui sont de prétendus savants, qui savent tout, qui connaissent tout, eh bien ils connaissent, et donc ils approuvent, puisqu'ils portent le nom. En fait, ils connaissent peu. Ils doivent être marqués au front. Ils connaissent peu. Et Robespierre, c'est la même chose. Ouais. Mais Robespierre, c'était de la chimère. Il remplaçait un esprit par un autre esprit qui était le sien. C'est le problème de notre République, c'est qu'elle est fondamentalement idéologique. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir législatif dont chaque membre prétend être... le représentant de la nation tout entière. Tout le monde sait que c'est faux. Oui. Est-ce que tout le monde sait que c'est faux. Vous seriez pour le mandat impératif, alors ? Non. Je suis pour un changement assez radical de la représentation. Je pense qu'on a usé jusqu'au bout
du mythe de la représentation à la Rousseau et à la Montesquieu. Tout ça, c'est fini. C'est une ère qui est on est en train de finir une ère. L'ère de la Révolution française. Alors ça, ils ne veulent pas l'admettre, mais c'est fini. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va revenir 200 ans en arrière. Mais on va reprendre les fils du passé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire en 1789 ? Il fallait une représentation de la nation, c'est évident. Et il fallait trouver le mode de la représentation. Mais ce qu'il ne faut pas en France, c'est organiser comme fondement de tout le mode de la représentation partisane. Parce qu'à ce moment-là, on institue chez nous la guerre civile permanente. C'est ce dont nous vivons encore aujourd'hui. Macron pourra se plaindre d'une certaine manière de ce que les partis veulent profiter de ce qu'il qualifiera de petit scandale pour essayer de démolir une œuvre d'État qu'il est en train de construire. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Il aura d'une certaine manière raison, mais moi je donne raison aux deux partis. Je leur dis, attendez, mais mettons-nous d'accord. Arrêtons cette chimère. Ce sont des principes constitutionnels. Nos principes constitutionnels sont des principes religieux. Oui, bien sûr. Ça n'a pas de fondement, c'est purement dogmatique dans le mauvais sens du terme. Et il y a d'ailleurs un clergé, bien sûr, une inquisition, bien sûr, des dogmes. Bien sûr. Et c'est dogmatique dans le mauvais sens du terme, parce que la religion catholique a des dogmes qui sont ce qu'ils sont, mais qui disent et qui expriment sous forme humaine une réalité qui est réellement mystérieuse. Voilà. Tandis que là, nous avons un mystère qui est en fait pas du tout un mystère. La preuve en est, c'est que quand on creuse, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'est une construction fictive. Il faudrait que les Français tournent cette page de la construction fictive. Sinon, on ira de l'anarchie parlementaire, de l'anarchie partisane, au chef sauveur, au Bonaparte de passage, au Macron de passage qui dit qu'il est au-dessus des partis mais qui fonde un nouveau parti, etc., etc. Et on n'en sort pas. Ça fait 200 ans. Je pense que ça vaudrait la peine de réfléchir. Oui. Mais ça serait votre conclusion. Donc, nous sommes à la fin d'un cycle qui a 200 ans. Oui, et d'ailleurs, je crois, et même philosophiquement parlant, et peut-être même religieusement parlant, à tout point de vue, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effilocher. C'est fini, on est allé jusqu'au bout. Les Français étaient dans le fond les seuls à croire à la construction européenne. Pourquoi ? Parce que c'était encore une manière d'avoir une sorte de religion de substitution. Et ce sont les seuls. Hein. Tous les autres peuples, ils en ont profité. Les Anglais en ont profité pour faire leurs affaires. Les Allemands en ont profité. Tout le monde en a profité. Les Français ont été les seuls jobards dans cette affaire. Alors on dira bien sûr la PAC, mais la PAC finalement, elle va se retourner contre nous. C'est fini. C'est fini. Elle va se retourner contre nous. Et on ne fait pas une agriculture avec des subventions, pas plus qu'on ne fait une économie avec un État jacobin. Tout ça, rien de tout ça ne colle. Il y a des révisions déchirantes à faire. Et pour ça, il ne faut pas détruire l'État non plus. C'est ça, la question. C'est très délicat. Et dans une situation internationale où maintenant, il y a des personnages qui interviennent sur la scène internationale et qui sont absolument imprévisibles, comme chacun sait, de tous les côtés. Bon, l'empereur de Chine est de nouveau là. On a le nouveau sultan aussi. On a un nouveau sultan et on a, je ne sais pas comment dire pour ce qui concerne Donald Trump, mais on a un America First qui est installé et qui n'a pas du tout l'intention de partir. Et à mon avis, lui va réussir ses élections de mi-mandat. Et je ne suis pas sûr que Macron réussira ses élections de mi-mandat. Ce sont les européennes. Qui rigolaient. Bien sûr, les européennes. Les élections européennes qui arrivent dans un an. Et puis les municipales qui suivront. Eh bien, Ilya Krelmé, merci pour tous ces éclairages. Et je dis à nos téléspectateurs à très bientôt. Merci beaucoup.